Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un véritable coup de génie littéraire. Une page qui, paradoxalement, brille par son absence. Préparez-vous, on va plonger dans le secret du chapitre 47 du Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Un chapitre qui, vous allez le voir, en dit bien plus par son silence que par n'importe quel mot. Alors, pour bien saisir toute la puissance de ce chapitre, il faut d'abord se remettre dans l'ambiance du roman. Le dernier jour d'un condamné, c'est un monologue intérieur, long, suffocant. Pendant 46 chapitres, on est littéralement enfermé dans la tête d'un homme qui attend l'échafaud. Le truc, c'est qu'on ne sait rien de lui, ni son nom, ni son visage, et encore moins son crime. Et en faisant ça, Hugo nous fait une promesse silencieuse. À la fin, on saura. Imaginez un peu cette tension, une tension que Hugo a construite méticuleusement, page après page. On a partagé ses peurs, ses souvenirs, ses derniers petits espoirs, et surtout, cette obsession du temps qui passe. L'attente est à son comble. Ce chapitre, on le sent, c'est la clé de tout. C'est la grande révélation que tout le roman nous a fait miroiter. Et puis, le voilà. Le titre du chapitre 47. 2 mots. Juste 2 mots, mais écrits en lettres capitales. Mon histoire. C'est plus qu'un titre, c'est une déclaration, un contrat passé avec nous, les lecteurs. Ça y est, on se dit, il va parler, il va tout nous raconter. Bon, avant de voir ce qu'il y a dedans, arrêtons-nous juste une seconde. Réfléchissons au poids de ce silence qui a duré 46 chapitres. Quelles sont les questions qui nous brûlent les lèvres à ce moment précis? Qu'est-ce qu'on attend au juste de cette fameuse histoire? Eh bien, ce sont ces questions-là, les questions fondamentales. Tout le roman est construit sur cette énigme. Est-ce qu'on a passé des heures dans la tête d'un monstre qui mérite son sort? Ou est-ce qu'on a suivi le calvaire d'un homme ordinaire, peut-être même innocent, qui a été broyé par la justice? Au fond, notre jugement sur la peine de mort elle-même semble dépendre de la réponse. Plus concrètement, voilà ce qu'on veut. On veut un nom, une vie, les détails sordides du crime. On veut des faits pour pouvoir enfin juger, se faire une opinion. Hugo a brillamment créé en nous ce besoin, cette soif de savoir. On est persuadé que la clé de toute l'énigme morale du livre se trouve dans les pages qui vont suivre. Alors voilà. Le condamné prend la plume pour écrire son histoire. Et qu'est-ce qu'on trouve? Pas un récit, pas une seule ligne de confession, mais quelque chose de totalement inattendu. Une interruption froide, clinique, presque administrative. C'est un coup de théâtre magistral. Le contraste est d'une violence inouïe. On attendait la confession intime, la voix de l'homme, et à la place, on a cette note de l'éditeur. C'est impersonnel, c'est froid, une justification presque banale. Le condamné n'a pas eu le temps. L'effet est vertigineux. L'histoire n'est pas là. Elle a été, en quelque sorte, arrachée. Pas seulement à nous, lecteurs, mais au condamné lui-même, par la justice, par le temps qui manquait. On se retrouve face à un vide, une page blanche, là où la vérité devait éclater. La promesse est rompue, le contrat est brisé. Mais bien sûr, avec un auteur comme Victor Hugo, rien n'est laissé au hasard. Ce vide, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une lacune, c'est le message lui-même. C'est précisément à ce moment-là qu'on comprend que Le dernier jour d'un condamné n'est pas qu'un roman, c'est un plaidoyer. Alors analysons un peu l'intention qu'il y a derrière ce silence assourdissant. Cet artifice, il change complètement notre perspective. Regardez bien. Si Hugo nous avait raconté le crime, de quoi on discuterait? De l'homme. On se demanderait s'il est coupable, si sa peine est juste pour lui. Mais en retirant l'histoire, Hugo nous force à changer de question. Le débat ne porte plus sur la culpabilité d'un individu, mais sur la légitimité même de la peine de mort en tant que système. C'est un coup de maître. C'est un procédé qu'on appelle l'universalisation. C'est un concept vraiment clé ici. En refusant de donner une identité, un crime spécifique à son personnage, Hugo le transforme. Ce n'est plus un cas particulier, c'est une figure symbolique. Il devient l'homme, avec un grand H, n'importe quel homme, face à l'échafaud. Et le point crucial, c'est que notre compassion, du coup, n'est plus conditionnée par son éventuelle innocence. Et cette note de l'éditeur, qui semblait si banale, elle est en fait d'une efficacité redoutable. La raison qu'elle donne, le fait qu'il n'ait pas eu le temps, ça nous replonge violemment au cœur du sujet de l'œuvre. La guillotine, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un, c'est abolir son temps. C'est l'empêcher de finir ce qu'il a commencé, de se raconter, bref, d'achever son humanité par le récit. Au final, ce chapitre vide, ce chapitre manquant, se révèle être l'argument le plus puissant de tout le plaidoyer de Victor Hugo. C'est un chef-d'œuvre de rhétorique et je pèse mes mots. Décortiquons ensemble cette stratégie. La mécanique de Hugo est brillante. Elle se déroule en 4 temps.
D'abord, il crée l'attente avec une promesse. Ensuite, il brise cette attente et il crée de la frustration avec ce vide. Troisièmement, ce vide nous force à réorienter notre regard. On ne se demande plus qu'a-t-il fait, mais plutôt est-il humain de faire ça à un être humain. Et enfin, ce silence devient sa dénonciation la plus percutante. Parce que le point essentiel, il est là. N'importe quel crime, même le plus horrible, aurait pu diviser les lecteurs. On aurait débattu des circonstances atteignantes, du bien fondé de la peine. Mais le silence, lui, il est universel. Il nous montre l'inhumanité brute de la condamnation, qui va jusqu'à retirer à un homme le droit fondamental de raconter sa propre histoire, de laisser une trace. On termine donc sur cette question qui, je crois, résume tout le génie de ce chapitre 47. En choisissant de ne rien dire, Hugo a peut-être tout dit. Il nous montre que parfois, pour défendre une cause, le silence est l'arme la plus éloquente. Alors je vous laisse avec cette réflexion pour notre prochain débat. À votre avis, quelle autre œuvre littéraire utilise le silence de manière aussi puissante? Et comment est-ce que ça change notre perception de la justice? Merci beaucoup pour votre attention.